Attaque terroriste contre le Mali. Tout sur l'implication d'Abidjan dans le carnage de Bamako. Un homme politique malien, soutenu par Alassane Ouattara, en est le commanditaire. L'attaque terroriste contre Bamako du 17 septembre 2024 révèle de manière irréfutable l'implication d'Abidjan dans cette tragédie. Chers abonnés, je vous avais prévenu ici même qu'Abidjan participait à une opération de déstabilisation du Mali visant à renverser le régime des 5 colonels. Après les attaques, j'ai affirmé avec certitude l'implication de la Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens sont venus m'agounir d'invectives, me contredire, me traitant d'irresponsable et prétendant qu'on accusait Alassane Ouattara à tort. Cette enquête a pour but de vous fournir les preuves irréfutables de son implication dans ces attaques terroristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef des opérations de ce commando terroriste, connu sous le pseudonyme d'Abdel Salam al-Foulani, autrement dit Abdel Salam le Peul, a été arrêté. Contrairement à ses 2 complices abattus sur le terrain, cet individu a été interrogé après avoir retrouvé ses esprits, une fois l'effet de la drogue dissipé. Lors de son interrogatoire, il a fait des révélations importantes que votre investigateur chevronné a pu obtenir. Interrogé sur les commanditaires de l'attaque, il a mentionné avec certitude qu'il travaillait pour Amadou Koufa, dit Amadou Diallo, de son vrai nom Amadoun Hassan Bari, émir de la Katiba Massina, une phalange militaire du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim, membre d'Al-Qaïda. Concernant l'implication du célèbre imam Mahmoud Dicko, il a affirmé que celui-ci n'avait aucun lien avec cette opération. Cependant, lorsque les enquêteurs lui ont demandé de nommer des personnalités impliquées, il a révélé qu'un homme politique malien, Omar Mariko, était directement impliqué. Selon ses dires, Omar Mariko avait appelé le commando pour leur ordonner d'égorger des éléments de Wagner et de filmer la scène, puis de lui envoyer la vidéo. Cette vidéo aurait certainement été transmise aux services secrets et aux médias français pour monter une gigantesque opération de propagande contre le Mali. Il y a lieu de penser que le chef du commando des attaques du 17 septembre 2024 dit vrai. Sinon, pourquoi disculperait-il Mahmoud Dicko et impliquerait-il Omar Mariko? Ce dernier est bien imprudent. Ou alors, avait-il pensé que le jeune commando ne survivrait point à cette mission suicide? Malheur pour lui, puisqu'après avoir dit qu'il aimait la mort, l'adolescent Abdel Salam al-Foulani a retrouvé goût à la vie et est volubile pour la sauver. Il a dû se rendre compte qu'il était trop jeune pour mourir. Qui est Omar Mariko? Omar Mariko est un homme politique malien, né le 4 février 1959 à Bafoulabé. Militant activiste depuis sa jeunesse, il a souvent été dans l'opposition, cultivant une posture de critique virulente à l'égard des régimes successifs au Mali. Il est souvent décrit comme un gauchiste et un éternel insatisfait, ne cessant de remettre en question les décisions politiques de son pays. Son obsession à devenir président du Mali est bien connue, sans qu'on sache précisément ce qui alimente cette ambition. Il s'est souvent illustré comme un opposant radical, sans toutefois présenter de véritable idéologie cohérente, si ce n'est une focalisation sur lui-même. À un moment, les autorités militaires maliennes avaient envisagé de le nommer Premier ministre. Cependant, son comportement imprévisible et ses positions volatiles ont fini par jouer contre lui. Omar Mariko a passé une grande partie de sa carrière à s'opposer à l'influence française au Mali. Macron. Oh. Je vous en prie. Comme Jean-Luc Mélenchon m'a dit de porter sa parole au peuple malien, comme quoi lui, Jean-Luc Mélenchon, il est derrière le peuple malien, il est pour la révolution citoyenne. Alors je vais dire à Jean-Luc Mélenchon de dire à M. Emmanuel Macron de se taire un peu. Au sujet du Mali, que M. Macron va faire.
et qui la ferme hermétique. Toutefois, dans un virage inattendu, il semble maintenant être en contact avec les services secrets français, une contradiction notable compte tenu de son passé anti-français. Après un énième complot contre le régime de Bamako, il s'est réfugié à Abidjan, d'où il jette ses dernières cartouches dans une tentative de les renverser. Comment Abidjan est-elle impliquée? Entre deux voyages en France, pour y rencontrer les éléments de la DGSE et la cellule Afrique du Quai d'Orsay, Omar Mariko passe la majeure partie de son temps à Abidjan, où il les nourrit, logé et blanchi par le régime d'Alassane Ouattara. Il a déjà rencontré ce dernier à 3 reprises et entretient des contacts réguliers avec Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, ministre de la Défense ivoirienne et numéro 2 du régime. Il est surtout en contact permanent avec le colonel Dozo Koné Djakarija. Il est donc évident que ces réunions n'avaient pas pour objectif de discuter de festivités ou de football, mais plutôt de préparer des attaques sanglantes contre le Mali. On le voit même sur les réseaux sociaux en train d'animer des meetings politiques. Je mets quiconque au défi de démentir ces écrits. Qui ignore que de nombreux hommes politiques maliens sont soutenus financièrement par le régime d'Abidjan dans le but de déstabiliser celui des 5 colonels au Mali. Autant il y a des terroristes armés déterminés à déstabiliser le Mali, il y a également des terroristes en costume cravate qui travaillent dans le même but. Les cibles des commandos armés sont les FAMA, tandis que les terroristes civils s'attaquent, eux, à déstabiliser l'union sacrée entre les membres de la coalition des colonels qui dirigent le Mali. Cette situation est extrêmement dangereuse. C'est pourquoi j'appelle les 5 colonels à resserrer les rangs et à préserver leur solidarité. Leur division est le but ultime de ce complot pour faire tomber leur régime. Ils doivent comprendre que la clé du succès réside dans l'unité, car l'objectif de ces attaques était de pousser la population à se révolter contre eux en montrant leur incapacité à assurer la sécurité du pays et plus particulièrement celle de la capitale et de l'aéroport international. Ces attaques visaient à démontrer que même sous le régime de l'ex-président Ibeka, l'aéroport n'avait jamais été attaqué, insinuant que si un civil pouvait protéger un aéroport, il est incompréhensible que des militaires échouent dans cette tâche. Il est impératif de comprendre l'ampleur et l'énergie de ce complot. Comme je l'avais prédit, le despote ivoirien a frappé au cœur du Mali en utilisant un homme politique malien pour le déstabiliser. La preuve, ce sont bien les déclarations du chef commando lui-même. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de délivrer le présent discours au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina et le Niger. Le sommet qui nous réunit et le pacte qui en résulte arrivent à point nommé. En effet, notre organisation commune, les Nations Unies, a été créée essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il est regrettable de constater que, après près de 80 ans, nous n'avons jamais été autant menacés par les défis existentiels, pourtant évitables pour la plupart. La prolifération des tensions et des crises dans le monde, notamment le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les maladies, les confrontations géopolitiques et les velléités hégémoniques et de domination néocoloniale ont mis à rude épreuve l'action de notre cadre multilatéral incarné par l'ONU, lui-même reflet d'un ordre ancien et d'un monde d'hier. Dans ce contexte, le Mali avait fondé beaucoup d'espoir sur les forces internationales sur le terrain. Mais 10 ans après, nous nous sommes rendus au constat d'échec. Conséquemment, le gouvernement s'est attelé à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, qui nous ont permis d'enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection des populations de notre pays. À cette occasion, je renouvelle la reconnaissance de mon pays pour les pays et organisations dont les Nations Unies qui ont exprimé
leur solidarité avec mon pays lors des attentats terroristes qui ont visé mon pays le 17 septembre dernier. Et à la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduits devant la justice. Le sommet de l'avenir marque un nouveau départ pour la coopération internationale dans un cadre multilatéral pertinent, capable d'offrir un brillant avenir à toute l'humanité. Ainsi, nous devons agir collectivement pour renouveler notre engagement en faveur de la transformation du monde d'un cadre multilatéral qui a gouverné nos affaires jusqu'à présent. À cet égard, il est essentiel que des décisions et les engagements ambitieux permettent de répondre aux aspirations de nos populations, notamment ceux du Sud global. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps, afin qu'elles soient plus inclusives, plus justes, plus équitables, mais surtout plus représentatives. La question de la jeunesse est une dimension extrêmement importante qui doit occuper nos nations. Mon pays, le Mali, reste attaché aux principes clés de notre charte, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect de la souveraineté des États. Le Mali accorde également une attention particulière aux questions de financement du développement, notamment du développement durable. Nous pensons que la problématique du numérique aussi est une dimension essentielle. D'ailleurs, mon pays s'est engagé à mettre en place un programme ambitieux de digitalisation des services publics. Enfin, nous pensons que le pacte pour l'avenir est un chantier très ambitieux au plan national et au plan international, mais elle doit aller au-delà d'une promesse, d'une déclaration pour répondre aux aspirations des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.